que se passe-t-il avec le Soleil? Certains disent que notre étoile est en colère. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et faut-il s'en inquiéter? En toute franchise, oui, on est en droit d'être inquiet. Ce n'est généralement pas une bonne chose d'avoir trop de soleil. La composante ultraviolette de la lumière solaire est nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi les humains ont adapté un certain spectre de pigmentation de la peau. Plus il y a de lumière solaire contre laquelle nous devons nous protéger, plus nous avons besoin de pigmentation. Les grands chapeaux et les flacons de crème solaire à indice de protection élevé aident aussi, surtout pour les personnes à la peau claire. Mais que peut faire la planète Terre? Tout d'abord, essayons d'avoir une bonne estimation de l'ampleur de cette colère du Soleil. Le Soleil passe généralement par un cycle actif-calme-actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvée. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années. Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme, le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif-calme-actif s'est transformé en un cycle actif-calme-calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif. Un graphique, connu sous le nom de diagramme papillon, suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le diagramme papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé. Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres, elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil. Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 watts allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 watts allumée. L'ampoule de 25 watts paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paires. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil, associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude.
Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. CME est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires, et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit. Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a 5 sites d'observation à travers le monde. Un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons. Bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocifs des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre, et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale. Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ 1/10 de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les 5 antennes qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci. Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme, avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de protons atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet, car les protons chargés positivement pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche? Reste à l'écoute. La profession d'astronaute est probablement l'une des plus intrigantes et des plus mystérieuses qui soient. Mais t'es-tu déjà interrogé sur les détails de leur vie quotidienne? Par exemple, que se passe-t-il sous ces volumineuses combinaisons spatiales?
Certaines personnes s'imaginent sérieusement que les astronautes portent des sous-vêtements en papier. D'autres sont persuadés que l'absence de gravité permet à la saleté de simplement flotter en suspension, si seulement. Le fait, c'est que les astronautes ne font pas de lessive, du tout. En 2011, la NASA a commandé une machine à laver pour la Station spatiale internationale. S'agissait-il d'un canular ? En tout cas, les astronautes n'ont jamais pu s'en servir, et ce, pour des raisons évidentes. Acheminer de l'eau vers l'ISS juste pour faire la lessive semble aussi coûteux que proprement scandaleux. Les astronautes ne peuvent donc que rêver de caleçons frais et de t-shirts fraîchement repassés. Au lieu de cela, des vêtements de rechange sont délivrés à la station depuis la Terre, comme n'importe quel autre article. Malheureusement, cela n'arrive pas très souvent, car le prix du lancement de n'importe quel objet dans l'espace est tout à fait exorbitant. Les astronautes doivent donc porter leurs vêtements bien plus longtemps qu'ils ne le feraient sur Terre. La seule chose qui améliore un peu la situation, c'est que ces derniers ont tendance à perdre une partie de leur odorat dans l'espace. Interrogés sur le sujet, certains astronautes ont admis avoir arboré, par exemple, le même short pendant des mois et n'avoir changé de sous-vêtements qu'une fois tous les 3 ou 4 jours. Il n'est probablement guère surprenant que les astronautes s'habillent, non pas pour impressionner, mais par souci de commodité et de confort. Leur tenue habituelle se compose généralement d'une chemise à manches courtes et d'un pantalon cargo long. Ce sont des vêtements ordinaires que nous portons nous-mêmes sur Terre, rien d'extravagant. Mais lorsqu'ils quittent l'intérieur climatisé de l'ISS, ils ont bien sûr besoin de vêtements spéciaux. On veut bien sûr parler de ces combinaisons spatiales très épaisses. Elles protègent les astronautes des écarts de température insensés, qui vont de 121 degrés au soleil à moins 157 degrés à l'ombre. Mais en dépit de toutes ces protections et des tubes de refroidissement qui évacuent leur chaleur corporelle, les sorties dans l'espace ont tendance à faire transpirer les astronautes. Prendre part à une EVA, c'est-à-dire une sortie extravéhiculaire, peut représenter des heures de travail acharné. N'oublie pas non plus que les astronautes portent souvent plusieurs couches de vêtements afin de rester pressurisés et bien au chaud. Ces couches comprennent une combinaison intérieure moulante qui ressemble à un sous-vêtement long. Cet habit est souvent porté à répétition et même partagé avec les autres. Et comme il n'y a pas de machine à laver à bord de l'IS, pas besoin de te faire un dessin, n'est-ce pas ? Fait intéressant, il existe une personne spécialement formée qui renifle chaque article que les astronautes emportent avec eux dans l'espace. Cette mesure vise à les protéger contre les odeurs désagréables, voire nauséabondes. En effet, dans l'espace, on ne peut pas vraiment aérer la pièce si l'on n'aime pas l'odeur qu'elle dégage. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type d'odeurs qui peuvent passer. Mais d'un autre côté, rien n'existe pour prévenir les odeurs qui apparaissent spontanément dans la station. Quoi qu'il en soit, les combinaisons spatiales et ce qui se trouve en dessous sont utilisés à maintes reprises. Et bien vite, on commence à s'inquiéter non seulement des mauvaises odeurs, mais aussi des problèmes d'hygiène et de santé. Les risques de biocontamination demeurent préoccupants. Il s'agit de bactéries, de fluides corporels et d'autres substances étrangères. La situation s'aggrave si l'on envisage des missions plus longues, par exemple sur la Lune. Par ailleurs, il n'est pas du tout pratique de laver régulièrement l'intérieur des combinaisons spatiales. L'eau est bien trop précieuse à bord de l'ISS pour la gaspiller dans une tâche aussi banale. C'est pourquoi la NASA, l'Agence spatiale européenne et d'autres organisations ont demandé à des spécialistes de développer des textiles qui puissent résoudre le problème de contamination organique de ces combinaisons. En effet, dans le cadre du programme de navette de la NASA, les combinaisons spatiales n'étaient censées être utilisées pour des voyages assez brefs, d'une durée de 2 semaines tout au plus. Mais les astronautes ont commencé à résider à bord de l'ISS pendant des périodes beaucoup plus longues. C'est pourquoi la durée de vie de leur combinaison spatiale a dû être prolongée jusqu'à 6 ans. Il n'est donc pas étonnant que les microbes soient devenus un problème beaucoup plus préoccupant qu'auparavant. Il y a plus d'une décennie, une équipe d'experts a donc commencé à rechercher différentes méthodes pour se débarrasser des microbes et des bactéries présents dans les combinaisons spatiales. Ils ont découpé des textiles en carrés de 5 cm, les ont placés dans des boîtes de pétri et ont cultivé quelques espèces de champignons et de bactéries sur ces échantillons. Certains des tissus employés étaient également imprégnés de cuivre. Cette substance possède d'impressionnantes propriétés antimicrobiennes. Lorsque les bactéries entrent en contact avec cet élément, leurs parois cellulaires et leurs membranes s'en trouvent déstabilisées. Les ions du cuivre endommagent les microbes et les rendent plus vulnérables. Les scientifiques de la NASA ont également essayé d'utiliser des textiles traités au silicone et à l'argent. Ce dernier s'est avéré aussi toxique au contact pour les microbes que le cuivre.
Après avoir observé ce qui s'était développé sur les tissus au cours des 14 derniers jours, les chercheurs ont découvert qu'un seul composé avait réussi à tenir les bactéries et les champignons à distance. Il s'agissait d'une solution de molécules d'argent normalement utilisée pour désinfecter les pansements hospitaliers et autres. Mais les ions de ce métal se sont avérés un peu trop efficaces, car ils se débarrassaient de tout, littéralement. Et une stérilité totale pourrait faire bien plus de mal que de bien. Nous avons besoin d'un écosystème équilibré composé de millions de micro-organismes afin de maintenir nos organes internes et notre peau en bonne santé. En 2022, la NASA a engagé les sociétés américaines Axiom Space et Collins Aerospace pour développer la prochaine génération de combinaisons spatiales. Et bien vite, un prototype de combinaison est apparu. Il a été conçu afin d'être utilisé lors de la mission Artemis 3. L'objectif principal de ce voyage est de faire atterrir un équipage au pôle sud de notre satellite naturel. Ces combinaisons spatiales sont censées employer des textiles aux propriétés antimicrobiennes qui peuvent potentiellement réduire les risques de biocontamination. Le système de refroidissement de ces combinaisons ajoutera également des biocides dans ces cycles d'eau, ce qui contribuera à prévenir l'accumulation de microbes. Parlons maintenant plus en détail des combinaisons spatiales. Tout d'abord, il existe deux types principaux de combinaisons. Tu as probablement déjà vu l'Advanced Crew Escape Suite, également surnommée la combinaison citrouille. Les astronautes portent cette combinaison pressurisée lors du décollage, ou plutôt du lancement, puisqu'il s'agit d'un vaisseau spatial. Ces combinaisons sont indispensables à ceux qui se rendent en très haute altitude. Là-haut, la pression est si faible que l'on ne peut survivre sans une combinaison de protection adaptée. Alors que les pilotes de supersoniques portent des combinaisons partiellement pressurisées, les équipages spatiaux se doivent d'être protégés par des combinaisons qui le sont entièrement. Après tout, ils voyagent beaucoup plus haut. La combinaison est également équipée de nombreux éléments qui peuvent aider un astronaute à survivre aux situations d'urgence lors du lancement ou de l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Une combinaison citrouille ordinaire contient des fusées éclairantes, des médicaments, du matériel de survie, une radio, ainsi qu'un parachute. En résumé, les astronautes ne pourraient pas quitter la Terre sans cette précieuse combinaison orange. Mais pourquoi ces concepteurs ont-ils choisi cette teinte ? La principale raison du choix de la couleur orange est que cette teinte est l'une des plus visibles pour la recherche et le sauvetage, y compris, très probablement, le sauvetage en mer. La combinaison employée dans le cadre d'une EVA, pour sa part, remplit des objectifs différents. Les astronautes portent ces combinaisons lorsqu'ils effectuent des sorties dans l'espace. Elles peuvent les protéger des conditions difficiles de l'espace extra-atmosphérique, avec ses températures extrêmes et son vide quasi total. De plus, cette combinaison spatiale peut empêcher les petits débris de blesser les spationautes. Tu auras probablement remarqué que les combinaisons EVA sont beaucoup plus volumineuses que les combinaisons oranges. C'est parce qu'elles comportent de nombreuses couches d'isolation et de tissus de protection épais. Elles contiennent également de l'air respirable, de l'eau potable et des régulateurs de température. Aujourd'hui, chaque fois qu'un astronaute effectue une sortie dans l'espace, il utilise une longe qui l'attache à la station spatiale. En cas de rupture de la sangle, la combinaison EVA dispose d'un système de secours. Ce dernier comprend de petits propulseurs à réaction qui peuvent être contrôlés depuis la station à l'aide d'un joystick. Pour ce qui est de la couleur, tout d'abord, le blanc reflète mieux la chaleur du soleil que les autres teintes, et ainsi les astronautes n'ont pas trop chaud. De plus, la couleur blanche est la plus indiquée pour repérer le petit point que représente un astronaute dans la vaste étendue de l'espace noir. Autre détail curieux. Si les combinaisons spatiales blanches protègent les astronautes de la chaleur, elles ne peuvent pas les empêcher d'avoir trop froid. C'est alors que des gants spéciaux entrent en jeu. Ils sont dotés d'éléments chauffants particulièrement adaptés, qui permettent aux doigts des astronautes de rester bien au chaud et de continuer à fonctionner. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps.
et ce serait tout simplement avéré trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci, la moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ?
Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion, un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillés. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers ou retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage.